comme chaque vendredi, surtout qu'on arrive peu à peu à la fin de la saison, quasiment la dernière. Bonsoir Elliot, bonsoir Charlotte. Bonsoir. Emmanuel Macron qui doit s'exprimer d'un instant à l'autre. Il a choisi son heure. Bien sûr. Oui. Philippe de Villiers, il a choisi son heure, c'est-à-dire que il essaye peut-être de vous brainwasher. Mais à mon avis, il se doute de quelque chose pour ce soir. Philippe de Villiers, un peu de sourire, ça ne fait pas de mal, surtout que cette actualité est bien évidemment très lourde. L'armée israélienne qui a frappé plusieurs centres nucléaires iraniens et mis hors d'état de nuire des hauts dignitaires, des gardiens de la révolution, ainsi que des chefs d'état-major de l'armée iranienne. Alors je pourrais vous faire réagir aux déclarations politiques qu'on a pu entendre tout au long de la journée, mais vous avez souhaité revenir sur le témoignage bouleversant ce matin de Mona Jafarian, qui est une femme iranienne qui lutte pour le droit des femmes en Iran, qui est exilée depuis 12 ans, qui n'a pas pu remettre un pied en Iran depuis 12 ans, face à un régime qui a fait basculer l'Iran dans une république islamique. Donc je vous propose qu'on l'écoute et ensuite vous allez réagir. L'Iran d'avant, c'est ma mère qui m'a raconté ce qu'était l'Iran d'avant. C'était un pays où il y avait l'égalité des droits, où les femmes n'étaient pas obligées de porter le voile, où elles ont eu le droit de vote, elles ont eu le droit à l'avortement, il n'y avait pas la charia. Vous savez, ma propre mère, elle a participé à un concours de Miss, donc pour vous dire à quel point finalement c'était moderne. On avait Frank Sinatra qui venait chanter à Téhéran, enfin, et du jour au lendemain, cette alliance entre les Fédayines, les Moudjahidines, enfin tout ce qui était extrême gauche, léniniste, marxiste de l'époque, s'est allié aux islamistes et a fait basculer le pays en l'espace de quelques mois dans l'obscurantisme. Et d'un seul coup, l'âge du mariage pour les petites filles est passé à 9 ans. Elles étaient voilées de force à 6 ans. Les femmes ont perdu tous les droits qui étaient acquis. Lorsqu'il y a une actualité internationale brûlante, vous avez souvent cette phrase, et vous l'avez eue cet après-midi, moi je dis tout aux téléspectateurs, il faut toujours être prudent. Oui. Donc quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé ces 24 dernières heures dans cette région-là et ces frappes israéliennes sur l'Iran ? Alors d'abord, il faut bien comprendre que l'Iran est sans doute sur le point d'avoir la bombe atomique. C'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les diplomates qui le disent, c'est l'agence internationale qui est chargée du contrôle de l'atome, qui il y a quelques jours, a mis en garde la communauté internationale en disant qu'il est probable que l'Iran est tout près d'avoir la bombe atomique. Ça pose un triple problème. Le premier problème, c'est pour Israël. Parce que si l'Iran a la bombe atomique, l'Iran s'en servira. Et compte tenu du climat de tension entre Israël et l'Iran, on peut supposer que dès que l'Iran aura la bombe atomique, l'Iran ne tardera pas à s'en servir. Et là, on a une conflagration généralisée. Deuxième danger, deuxième problème, c'est l'ensemble du Moyen-Orient, puisque si l'Iran a la bombe atomique, l'Arabie Saoudite va vouloir avoir la bombe atomique, je cite au hasard, mais tous les pays voudront avoir la bombe atomique, c'est-à-dire que c'est le fameux danger de ce qu'on appelle la prolifération nucléaire, la nucléarisation de tout le Moyen-Orient. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, il nous concerne nous, parce que quand un État islamique a la bombe atomique, vous avez beau être de l'autre côté de la Méditerranée, il vaut mieux se préparer à une attaque de la part d'un État qui pratique le djihad et la charia. Donc c'est un État dirigé par des terroristes. Alors si je dis ça, c'est parce que je pense que Netanyahou, Israël, avait des éléments qui les ont conduits à prendre la décision.
Et pour ma part, je vais dire franchement les choses, avec la prudence nécessaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'il y a une guerre qu'il vaut mieux pratiquer, c'est la guerre préventive. Civis pacem parabellum. Et là, en l'occurrence, il vaut mieux prévenir que guérir. Maintenant, pourquoi il faut être prudent? Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, en fait. On ne sait pas si les avions, les 200 avions israéliens ont réussi à percuter l'uranium enrichi qui se trouve profondément enfoui dans le sol, et on ne sait pas quelle va être la réplique de l'Iran. Par contre, ce que je voudrais dire, je voudrais vous dire un mot de Mélenchon et un mot de Macron. Sur Mélenchon, je me souviens d'une conversation en 2005 avec lui, au moment du référendum sur la Constitution, et j'avais publié les turqueries du grand Mamamouchi sur Chirac, qui voulait faire rentrer la Turquie en Europe. Et lui, il était violemment hostile, en disant, si on fait rentrer l'islamisme en Europe, on aura une Europe islamique. Et il disait ça, on peut retrouver les images. Il était déchaîné sur la question de la laïcité, comme il disait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose épouvantable pour un homme politique. C'est que la gauche, en fait, elle n'a plus d'électeurs. Et donc, elle est allée chercher dans les banlieues, et elle a fait venir dans les banlieues des électeurs. Voilà. La démocratie, c'est le nombre. C'est le gros inconvénient. Quand vous avez compris que la démocratie, c'est le nombre, il faut pratiquer la politique du nombre. Et quand vous n'êtes pas en situation de pratiquer la politique du nombre, il faut aller chercher le nombre ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, je me disais, en venant tout à l'heure, je me disais, en fait, pour Mélenchon, la France est devenue une annexe de la Palestine. Et donc, le meeting hier avec Rima Hassan, c'était ça. On était en Palestine, on était dans un bout de Palestine en France. C'est-à-dire qu'en fait, la France est devenue un État confédéré. Il y a un bout de régalien qui dépend de notre puissance publique et un autre bout du Moyen-Orient. C'est hallucinant ce qui se passe. Et comment la gauche, l'ancienne gauche laïque, la gauche Jospin, tout ça, etc., comment ils ont pu se rallier à ça? Et on en parlera tout à l'heure, mais les dernières prises de position de Macron, ça y est, il est revenu dans cette sphère-là. Alors, puisque je parle de Macron, moi j'ai vu Barrot, donc j'ai pas vu Macron. Macron il souffre d'une logorrhée chronique, donc il fait des conférences de presse, il fait des prestations. On va voir d'ailleurs qui sera celui qui aura le plus de téléspectateurs demain. Mais alors, il est complètement pris à revers, parce que lui, il a dit, le 18 juin, on va reconnaître l'État palestinien. Donc, visiblement, il n'est pas dans le circuit des informations confidentielles, et c'est tragique pour la France. Ça veut dire qu'en fait, c'est un coupeur de citron, Macron, à l'échelle internationale. Je choisis mon image pour qu'elle soit comprise. Vous avez, sur Jean-Luc Mélenchon, ce qui est intéressant, c'est que le Jean-Luc Mélenchon de 2012, et il y a une archive qui circule notamment sur les réseaux sociaux, où Jean-Luc Mélenchon dit Israël face à lui ou elle, l'Iran qui menace de frapper Israël en permanence. Si l'Iran a le nucléaire, ça devient un danger pour Israël. Et ce discours-là était tenu en 2012 par Jean-Luc Mélenchon. Et pour revenir à Emmanuel Macron, vous savez que normalement, c'est pas encore confirmé, mais peut-être que ça le sera dans les prochaines minutes, il devrait reporter cette volonté du 18 juin de reconnaître l'État de Palestine au vu de la situation donc au Moyen-Orient. Ce que je vous propose, Philippe de Villiers, et vous l'avez dit, c'est la prudence est obligatoire dans ces cas-là, et vous avez tout dit sur la situation, et il ne serait pas honnête pour les téléspectateurs de rester sur un sujet où tout a été dit à l'instant T. S'il y a des nouvelles informations, évidemment, comme à chaque fois, je vous les transmets. Et puis il y a des Français qui se sont mobilisés aujourd'hui, vous le savez.
On devait d'ailleurs commencer cette émission par ces Français réunis vendredi pour rendre hommage à Mélanie, 31 ans, poignardée à mort par un élève du collège Françoise Dolto à Nogent en Haute-Marne. Je voudrais qu'on voit les images de la minute de silence. Il y avait du monde cet après-midi. Regardons les images ensemble, si vous le voulez bien, avec cette minute de silence et ces Français qui se sont rassemblés, la sidération, le choc, la colère aussi, quand on voit cette action. Et quand vous voyez ces images, si vous étiez là-bas, Philippe de Villiers, à la marche silencieuse, quel serait le message que vous adresseriez à la famille? C'est une question difficile, Elliot. Je pense que je les prendrai dans mes bras, comme un chef de famille peut le faire en embrassant une famille en détresse, dans le deuil, le désarroi. C'est un de ces moments de béance où le sol se dérobe. Et dans ce moment-là, toute parole est inutile, superfétatoire et même indélicate. Dans ce moment-là, ce qui compte, c'est la présence qu'on lit dans les yeux. Parce que c'est le moment de l'effondrement. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Et en regardant ces images et en écoutant votre question, je pensais à quelque chose qui m'a toujours marqué quand j'étais petit. C'était Victor Hugo quand il perd sa fille, Léopoldine. Il a un vers que je ne comprenais pas quand j'étais petit, un vers de colère qu'il écrit « Ah, je fus comme un fou dans le premier moment ». Et il explique en fait qu'il n'a pas supporté cette privation, cette disparition soudaine. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, il écrit cette ode à Villequier, fameuse, où ils disent « Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte apaiser les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. » Et en fait, je me dis, à la famille, je dirais, plus tard, quand le chagrin sera un peu apaisé, Mélanie n'est pas morte pour rien. Elle est un symbole. Et je reprendrai ce qu'a très bien dit sur ce plateau hier matin, avec Pascal Praud, Marie-Estelle Dupont, la grande psychanalyste. Elle a dit « Nous sommes dans une société détraquée, nous sommes dans une société malade. » Vous voyez bien que là, il n'y a pas d'explication. Donc s'il n'y a pas d'explication, c'est qu'il se passe quelque chose d'autre. Il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de motif. C'est quoi ce quelque chose d'autre? C'est qu'en fait, depuis mai 68, mais peut-être bien avant, toutes les distinctions, toutes les frontières ont sauté. La frontière entre le réel et le virtuel. Parce qu'on tue réellement ou virtuellement, on ne sait plus. Ça, c'est le phénomène des écrans. La frontière, surtout, ce que disait Marie-Estelle Dupont, entre le bien et le mal. Et à un moment donné, elle prend un parti Pascal et elle lui dit « Mais le mal ?» Et tout le monde dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben oui, le mal rôde. Le mal existe. Ensuite, la frontière entre les interdits structurants et ce qui est recommandable. Il n'y a plus de frontière. Ensuite, la frontière entre les adultes et les enfants. Jouir sans entrave, mai 68. Le prof, il est tombé de l'estrade depuis longtemps. Le père aussi. Et enfin, ajoutait-elle,
la frontière entre la parole, le langage et l'algorithme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant, quand il décrit son malaise, il n'a pas de mots. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien appris. Et c'est frappant d'ailleurs de voir, quand il y a un drame comme ça, les gens disent « Ah ben, on ne sait pas trop quoi dire ». Ben oui, ils ne savent plus quoi dire parce qu'ils ne savent plus mettre des mots sur les pleurs. Et donc, en fait, on est dans une société qui est complètement détraquée. On va y revenir, je suppose, parce qu'il faut aller au fond des choses. J'entendais tout à l'heure, autour de la table, des gens qui disaient on ne sait pas trop, et puis le ministre de l'Intérieur qui a dit on ne sait pas trop, on ne sait pas quoi dire. Personne ne sait quoi dire, sauf Bayrou qui dit on va mettre des portiques. Attends, moi je sais quoi dire, moi. La France entière, Philippe de Villiers, a été saisi d'émotion mardi matin en apprenant l'assassinat de Mélanie, qu'on voyait à l'image, ce sourire, lors d'une fouille à l'entrée de l'école Françoise Dolto dans la Haute-Marne. Je vous propose d'écouter le beau-fils de Mélanie, Evan, qui a pris la parole cette semaine. Mélanie, c'était une femme merveilleuse, une femme pleine d'amour, pleine de joie, pleine de compassion. Elle aidait tout ce qu'elle pouvait. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Tous les adjectifs qu'on peut utiliser pour qualifier quelqu'un dans le positif lui étaient dus. C'est un acte absolument innommable. Je pense que même s'il a 14 ans, je pense qu'au vu de son acte, il devrait être jugé comme un adulte. Je ne pense pas qu'on puisse encore considérer quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre, d'encore un enfant. Enfin, ça efface tout sentiment d'être candide ou quoi que ce soit. Il a quand même emmené un couteau à l'école. On va pas me faire croire que c'était pas prévu, que ça a été prévu sur Mélanie ou non. Ça n'a pas trop d'importance. Le mal est fait, mais qu'il aurait voulu s'attaquer à Mélanie ou à qui que ce soit d'autre ou même à plusieurs personnes à la suite. Enfin, dans tous les cas, il avait prévu de faire du mal aux gens et je pense pas que avec ça on puisse encore le considérer comme un enfant. Charlotte Dornelas. Mais Philippe, vous disiez que Mélanie était un symbole. Alors, quelle signification vous donnez à ce drame et surtout, que faire pour enrayer cette série noire qui a déjà commencé et qui risque de continuer étant donné la description de la société que vous nous faites ? Alors, le symbole, en fait, déjà, il y a le nom de l'école. Françoise Dolto. C'est-à-dire qu'elle a été poignardée par un élève de l'école qui porte un nom symbolique, Françoise Dolto. Moi, je l'ai bien connue, Françoise Dolto. C'était une psychanalyste des enfants, spécialiste des enfants, qui est devenue une figure iconique de l'enfant roi. Et un jour, elle m'a raconté son histoire elle appelait ça le complexe du homard. Alors, elle m'explique, voilà, l'enfant... il est dans sa carapace et à un moment donné, il faut qu'il sorte de sa carapace pour entrer dans une autre carapace. Si jamais les parents maintiennent la rigidité des repères à ce moment-là, il va devenir très agressif et violent. En d'autres termes, elle annonce, elle préconise la fin du patriarcat, la déconstruction de la pédagogie du maître, de l'autorité et du père. Vous parlez de symbole, le voilà le symbole. Alors allons au fond des choses. La réponse du gouvernement est pathétique. C'est la mise en scène de son impuissance. Déjà, je reviens un instant sur la marche blanche. La marche blanche, on connaît depuis 2015. La marche blanche, c'est une procession sans boussole. C'est une procession sans consolation transcendantale. On est dans le silence. On n'implore personne ni rien. On est là avec ses larmes, tout seul. C'est la procession de la solitude. Alors, on dépose des bouquets. On a la riposte de ce silence. Tu n'auras pas ma haine. Voilà. Alors après, il y a Bayrou qui arrive et qui dit les portiques. Et il y a le ministre de l'Intérieur qui explique ah oui, mais les portiques, la céramique, ça ne marchera pas. Et puis là, on découvre que le meurtrier, il est allé prendre un couteau dans sa cuisine. Donc il va falloir une interdiction, mettre les scellés sur toutes les cuisines de France. Bon.
donc les portiques, les couteaux, etc. Et qu'est-ce qui me frappe, et j'imagine vous aussi, c'est qu'en fait là, les politiciens qui nous gouvernent, en fait, ils se comportent comme des mécanos qui mettent une rustine sur le vélo, quoi. En disant il faut absolument qu'on nous voit mettre une rustine, sinon on va passer pour des imbéciles. Bon, en fait, ils traitent les effets, toujours les effets, mais jamais la cause. Et quelle est la cause ? La cause, c'est la décivilisation. Qu'est-ce qu'une civilisation ? Une civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il entend apporter de précieux et d'inédit est infiniment moins inédit et moins précieux que ce qu'il va bientôt trouver. Encore faut-il qu'il ait les éléments pour comprendre. Hannah Arendt a eu une phrase remarquable. Toute génération nouvelle est une invasion barbare qu'il convient de civiliser. Or, on ne civilise plus. Les 3 cercles de la civilisation sont en même temps les 3 cercles de l'autorité. L'autorité paternelle, l'autorité magistrale, l'autorité régalienne. C'est-à-dire 3 institutions. Ces 3 institutions, elles se sont effondrées. Et la classe politique qui est au gouvernement, là, ce sont les héritiers de ceux qui sont là depuis 50 ans. Par petites touches, ils ajoutent leur pierre de décèlement en s'étonnant qu'ensuite les murs porteurs, comme ils disent, en reprenant mon expression, sont en train de branler. Alors, l'institution familiale, par exemple. On a fait une société sans père. On a fait une société sans mère. On a fait une société parent 1, parent 2. On a fait une société sans filiation. Il n'y a plus de patriarcat, il n'y a plus de père. On voit le résultat. Et donc, première réponse, il faut refaire une société, il faut refaire une famille, et il faut arrêter de donner il faut un sens polysémique à la famille. La famille, c'est la famille hétérosexuelle avec un papa et une maman. Voilà. Et ensuite, il faut revenir sur la réforme de Giscard, je pense, et Pompidou. Il faut l'autorité paternelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui commande. Sinon, ça ne peut pas marcher. L'autorité paternelle qui recouvre et qui protège l'institution du mariage, elle a été inventée pas pour les parents, pour les enfants, pour protéger les enfants, c'est-à-dire pour protéger le plus faible, y compris la femme. Parce qu'on voit Madame Vautrin maintenant avec les familles monoparentales, c'est-à-dire qu'en fait on continue à essayer de réparer ce qu'on a détruit pour le détruire davantage. Et on prétend que ça, ce sont des réformes. Voilà. Donc la famille. Vous noterez qu'on ne peut plus prononcer ce mot-là, la famille, ou alors il faut que ça soit polysémique. Toutes sortes de familles maintenant. Bon, et c'est pas fini. Deuxièmement, l'institution scolaire. En fait, on a une école déculturée, une école décoloniale, une école de la peur, de la honte. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, de mon professeur, M. Thibault, qui me disait « L'éducation, c'est l'imitation ». Il disait ça, c'est pas nous qui disons ça, c'est les Romains. C'est-à-dire, en fait, l'édification par l'identification. Et donc, ce jeune homme, le meurtrier, et tant de jeunes Français qui sont là depuis longtemps ou qui viennent d'arriver, si on leur proposait des petits miroirs d'enfance, et dans les petits miroirs d'enfance, des modèles, un peuple qui n'a plus de légende est condamné à mourir de froid, disait La Tour du Pin. Et De Gaulle avait une expression que j'applique à la situation. Quand on voit les victoires de Alexandre, on retrouve toujours dessous la pensée d'Aristote.
C'est génial, en fait. En d'autres termes, si on donne à l'enfant une sédimentation avec des modèles d'identification, alors, je sais ce dont je parle, puisque je connais un endroit en France qui fête ses 48 ans aujourd'hui, où on fait ça. Et les enfants, ils sont ravis, ils partent avec des étoiles dans les yeux. Voilà, l'identification. Troisièmement, l'État. Alors sur l'État, l'État n'est plus capable d'infliger la sanction. Et je pensais tout à l'heure en vous écoutant à Elias, si en fait il n'y avait pas eu la loi Belloubet sur la fameuse césure, Elias serait encore en vie. Donc l'État est coupable de la mort d'Elias. Madame Belloubet et les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui étaient là déjà. Deuxième exemple, la fermeté, le manque de fermeté. Si l'assassin de Philippines avait été obligé d'appliquer l'obligation de quitter le territoire, l'obligation, l'OQTF, obligation de quitter le territoire, les mots ont un sens. Si la langue française n'a plus de sens pour l'État, pour la puissance publique, c'est foutu, c'est fini. On revient sur l'ordonnance de Villars-Cotterêts. Eh bien, s'il y avait eu l'obligation de quitter le territoire, eh bien, Philippines serait encore en vie. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est encore plus grave que tout ça. Une société, en fait, elle définit, sans le dire, une préférence pour la vie ou une préférence pour la mort. Or, notre société, elle suit la pente d'une préférence pour la mort. Une société qui abandonne le serment d'Hippocrate, elle glisse dans la barbarie. Quand, dans une maternité, on peut, au nom de notre loi fondamentale, retirer une vie à naître, la vie devient relative, contingente, précaire. Quand dans un hôpital, dans un EHPAD, dans un établissement spécialisé pour les handicapés, demain, avec la loi du gouvernement, on pourra retirer une vie précaire ou une vie finissante, alors la vie sera là aussi relative, contingente, précaire. Et quand la vie est rendue relative, précaire, à l'échelle de la puissance publique, comment voulez-vous faire de la vie un principe absolu dans les écoles, dans les rues, dans les quartiers, pour les jeunes et les moins jeunes? En d'autres termes, les Grecs ont vu leur monde s'écrouler lorsqu'ils ont cessé de croire qu'au-dessus des lois de la Boulée, de l'Ecclésia, il y avait les lois immémoriales d'Antigone. Nous, on a bazardé les lois immémoriales d'Antigone et on prétend défendre la vie. On prétend dire aux jeunes enfants, la vie est sacrée. Non, la vie n'est pas sacrée pour les adultes, donc elle ne peut pas l'être pour les enfants. Pensez à ça. 48 heures, Philippe de Villiers, avant le meurtre de Mélanie, Emmanuel Macron s'est exprimé à Nice à l'occasion du sommet sur les océans. Et qu'a-t-il dit? Il a défini ce qu'il considère être comme les vraies priorités du pays, le climat et la nature. Mais il a eu une phrase qui a choqué par sa violence. Certains préfèrent, pendant ce temps-là, plutôt que de parler du climat, brainwasher. Alors je traduis en bon français, c'est opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Et 48 heures avant cette déclaration d'Emmanuel Macron, un père de famille qui avait perdu son fils au soir de la finale de Ligue des Champions à Dax, tué de coups de couteau dans le thorax, le père de Benoît a pris la parole. Et je vous propose qu'on écoute le papa de Benoît. Je vous remercie du fond du cœur, on vous remercie du fond du cœur, Maëva et Marina, pour Benoît.
notre enfant, notre fils, qui allait avoir 18 ans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Et encore une pensée très forte pour Benoît. Et encore merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup. Et certains préfèrent donc, pendant ce temps-là, brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Charlotte Dornelas. Quelle est l'analyse que vous faites justement de cette expression présidentielle juste après le drame de Dax et de tant d'autres avant lui? Et surtout, est-ce que c'est pour vous un nouveau marqueur dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, une sorte de basculement politique pour lui? C'est une tâche indélébile. Et il faut bien comprendre la mécanique. Donc il a utilisé cette expression révélatrice avec un anglicisme édifiant en désignant ceux qui cherchent à brainwasher, donc à faire un lavage de cerveau. En fait, il veut nous dire par là qu'il parle global. Il parle globish. Il truffe ses expressions de mots appartenant à la sphère globish. Attestant ainsi qu'il appartient à ce petit milieu des quadras business analysts. Il est dans sa bulle, en fait. Il est dans sa bulle sémantique. Il est dans son monde. Il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde que le nôtre. Il est dans un monde sans frontières, qui est celui de Davos. Il demeure, il sera jusqu'au bout le Young Global Leader, un start-upper, dit-il. Et en fait, il veut faire de la France une start-up, une nation start-up expérimentale, océanique, à sa manière. Il préfère Manhattan à Rocamadour. Il préfère, ça il me l'a dit, il préfère Davos ou Bruxelles à Vesoul. T'as voulu voir Honfleur, on a vu Vesoul, et on a vu ta mère. Bon. Et lui, il aime Davos, il aime Bruxelles, beaucoup plus que Vesoul. En fait, il appartient à une patrie cosmique des Global Shapers, les façonneurs mondiaux, et il aspire à la parousie d'un océan sans plastique. C'est son dessein. Il l'a dit à France 2, dans Madame Salamé, avec la mer derrière. Il a dit, avec le plus grand sérieux du monde, les yeux dans les yeux avec Madame Salamé, je veux un océan sans plastique. Il préfère un océan sans plastique qu'une France avec des Français de souche. Alors, je dis qu'il est dans sa bulle sémantique, il est aussi dans sa bulle sociologique. Parce qu'il parle comme l'hyperclasse mondialisée. Elle parle comme ça, c'est-à-dire qu'elle jette son bilinguisme méprisant, arrogant aux Bodins qui sont dans leur jardin à soigner le carreau de poireau. Donc quand ils entendent brainwasher, choc. Là, il y a la distance entre les élites et le peuple. Cette hyper-classe mondialisée qui se moque des fins de mois, qui s'intéresse à la fin du monde. Elle est climatophile. Elle ne veut pas de frontières. Elle veut un marché planétaire de masse. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Et ce qu'elle dit de lui, un jour, j'ai un ami qui est dans la Macronie qui m'a dit «
Tu comprends, Philippe, tu comprends pas, Emmanuel. Je dis pourquoi? Il est disruptif. Ah. C'est le président qui veut disrupter la France. Et alors, il s'intéresse au haut fond plutôt qu'au bas fond où croupissent les petits blancs, et les guerres, comme on dit. Et il veut disrupter, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus intéressé par la ressource halieutique que par les Français de souche. Ce qui lui importe, il l'a dit. Je ne sais pas si vous avez entendu la phrase. Il a dit demain, on risque de ne plus avoir de requins et de maquereaux. Ce qui, pour un président de la République française, est très embêtant. Beaucoup plus que s'il avait dit demain, il y aura peut-être plus de Français. Parce qu'on est submergé. Mais il ne veut pas entendre parler de ça, parce qu'il parle d'invasion. Et enfin, il est dans sa bulle idéologique. Et ça, c'est le plus important pour moi. C'est-à-dire qu'il est dans une hiérarchie inversée. Il n'a pas été élu pour sauver les poissons et nettoyer les océans, il a été élu pour sauver les Français et nettoyer les quartiers. Donc là, il y a une erreur de casting majeure qu'on n'avait pas vue. Il est temps de s'en apercevoir. Et cette hiérarchie inversée, en fait, elle convient parfaitement à la gauche. En fait, la pensée de Macron sur les océans, c'est la pensée de l'extrême gauche. Et il y a ce lien entre l'anti-France et la post-France. Ils pensent la même chose. Ils pensent que le climat vaut d'en finir avec la croissance, donc le pacte vert, ils sont tous d'accord là-dessus. Ensuite, ils pensent que la question migratoire et la question sécuritaire sont des questions secondaires, voire fantasmatiques, agitées par les populistes. Et ils ne voient pas la nappe de sang qui s'étend. En fait, ils pensent à l'océan des larmes de sel, mais ils ne pensent pas à l'océan des larmes de sang. C'est-à-dire qu'ils sont hors de la France. Ils sont hors de France. Macron, avec son histoire d'océan, il a quitté la France. Le constat que vous faites est extrêmement rude, lourd. Et la question qu'on peut se poser en vous écoutant, c'est que reste-t-il à faire et comment... et beaucoup de Français se posent la question, comment va-t-on... Comment allons-nous tenir encore pendant 2 ans? Elliot, j'aimerais ne pas avoir à répondre à cette question. Parce que je ne suis pas venu faire cette émission pour vous raconter des balivernes et pour faire le politicien. Je suis venu pour dire la vérité. La vérité de mon cœur, la vérité de ce que je ressens. Pour la France, par amour de la France. Alors, vous m'obligez à aller au fond des choses. Allons-y. Le pays est bloqué. Et on sait tous qu'il est bloqué pour 2 ans. Ils le disent tous, d'ailleurs. Il ne se passera rien. Rien ne bouge. C'est la statue de Baudelaire. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Là, les lignes sont immobiles. Il n'y a pas de mouvement. On est dans les affaires courantes, on est dans les dépenses courantes, on est dans la dette qui court après l'impôt. On sait seulement par la ministre des Comptes publics que on va être bientôt... La France sous tutelle, sous curatelle du FMI, de la Commission de Bruxelles et des prêteurs étrangers. C'est-à-dire qu'on sait seulement qu'à 2 ans de la fin du mandat, on va devenir un protectorat, une colonie de nos créanciers. Quel destin. Face à cette situation, quelle est la signification, alors, aujourd'hui, du mandat d'Emmanuel Macron et de ses ministres? Quand on les voit ne rien faire, pérorer, qui sombre dans une politique compassionnelle, c'est celui qui pleurera le plus
qui a les meilleurs sondages. On se dit, mais alors, en fait, l'objectif de chaque ministre, c'est de se maintenir en équilibre pour pas tomber. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais c'est les barres parallèles, ça. Salto avant, salto arrière, je me maintiens et je repousse le moment de la catastrophe. C'est-à-dire, je m'approche de l'abîme, mais je ne regarde pas l'abîme et j'éloigne le moment où on va y tomber. En d'autres termes, on n'est plus dans la politique au sens du service sacrificiel. Je me sacrifie pour les Français. On est dans l'hédonisme et le consumérisme politique. Comme à la grande surface. Quant à Emmanuel Macron, qu'a-t-il fait? Il a fait la morale aux Français en leur disant « Vous pensez de travers, vos priorités ne sont pas les bonnes ». Et il a ajouté « Moi, ma priorité, moi, la question centrale de mon mandat finissant, c'est le climat ». Alors là, on peut se dire il est déconnecté. Il est plus dans le réel. Il est plus dans le même océan. Il est plus dans les mêmes eaux. C'est-à-dire qu'il n'entend pas le cri d'appel, le cri de détresse qui monte de tout le pays. Il ne voit pas le long cortège des âmes suppliantes et qui lui disent « Monsieur le Président, protégez-nous. Monsieur le Président, faites en sorte que la peur change de camp. Monsieur le Président, on veut retourner chez nous. On n'est plus chez nous. Monsieur le Président, le pire exil pour un Français, c'est pas d'être arraché à son pays, c'est de ne plus rien y trouver de ce qu'il y a aimé. Monsieur le Président, faites quelque chose pour nous. Rendez-nous la France. » Pas de réponse. Silence. La main en visière, parce qu'il y a des mouettes qui meurent en mer. Il s'en fout. L'autorité régalienne a été inventée il y a fort longtemps en France. C'est l'État qui a inventé la société, c'est l'État qui a inventé la France. L'autorité régalienne a été inventée pas du tout pour les féodaux, les puissants. L'autorité régalienne a été inventée pour la protection, le secours, le soulagement de ceux qui ne sont rien et qui n'ont rien pour se défendre. Les sans défense, les sans voix, les victimes du mal qui rôde, les victimes des routiers et des écorcheurs, comme on disait au temps de Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, très tôt, dans notre histoire, l'autorité régalienne a revêtu des allures familiales d'une autorité paternelle toute abandonnée au petit peuple des parias. Alors, quand je vois que Emmanuel Macron insulte les Français qui souffrent, qu'il appelle les drames récents de faits divers. On a vu le papa de Benoît à Dax. Sa réponse, c'est insupportable, c'est monstrueux. Et je pense en cet instant à la mère d'Elias, qui s'est exprimée récemment. Je pense aussi à celle qu'on a oubliée, mais la femme du gendarme Comines, vous me le rappeliez au téléphone. Harmonie Comines. Harmonie Comines qui dit « La France a tué mon mari ». Évidemment, on pense aux parents de Philippine, on pense aux parents de Thomas, etc., etc. Et tous ces parents qui ne pourront jamais revivre. Aujourd'hui, peut-être qu'ils nous écoutent. J'espère que mon propos est un baume au cœur. Mais ils ne peuvent pas ne pas se dire, ce président, ce chef de tribu, ce chef de famille, il ne trouve pas les mots, il ne pense pas les plaies, il n'essuie pas les pleurs. Alors, s'il n'essuie pas les pleurs, c'est qu'il n'est plus à sa place. Sa place, c'est celle du souverain magistrat, c'est celle
du chef de famille, grand consolateur, c'est celle du dépositaire, du régalien, des tendresses françaises. Dans l'histoire de France, y compris l'histoire récente, quand un président sent que le pays lui échappe et qu'il y a une distorsion entre lui et son peuple, il s'en va. On pense à Mitterrand en 1924, on pense à Coty en 1958 et on pense au général de Gaulle en 1969. Il s'en va. Alors moi, je m'adresse au président de la République en lui disant ceci. Monsieur le Président, vous voyez bien l'état du pays. Il n'y a plus d'obéissance, d'assentiment. Vous souffrez de ce qu'on appelait à Rome l'odium plebis, la haine du peuple. Vous n'avez plus la main, vous ne savez plus prévenir, vous ne savez plus réconforter, apaiser. Alors, il faut partir. L'océan vous attend. En fait, vous n'êtes plus dans la fonction. J'ai vu ça le jour où vous avez nommé votre meilleur ami au Conseil constitutionnel et j'ai pensé à l'empereur Caligula qui avait nommé son cheval consul. C'est la fin. Il faut partir. En fait, il faut que vous donniez à vos rêves d'altitude océanique leur plein essor, pour que votre intelligence du monde soit à sa juste place. Quand vous êtes arrivé, on vous a confié la souveraineté nationale. Vous avez voulu en faire une souveraineté européenne. Et maintenant, vous n'avez plus de pensée que pour les océans. Vous voulez passer de la souveraineté européenne à la souveraineté océane. Moi, j'ai une place pour vous, Monsieur le Président. Une place à créer. Président des océans. Philippe de Villiers, il y a 15 jours, vous avez adressé une ode affectueuse à celui que Mathieu Kassovitz a appelé par dérision le français de souche. Et cette semaine, pour la première fois, vous vous êtes resté énigmatique en me disant « mon apologue sera une surprise ». Et vous avez ajouté un français peut en cacher un autre. Philippe de Villiers, quel sera l'objet de cet apologue mystère ? Alors, c'est vrai, il y a 15 jours, donc j'ai adressé une ode aux Français de souche. Et puis, je me suis dit, pour des raisons que vous allez comprendre tout à l'heure, mais il y a un autre Français auquel il faut que je m'adresse ce soir. Ce Français-là, il vient de l'extérieur. Ce Français-là qui vient de l'extérieur, il a un regard d'appel qui attend l'étincelle pour devenir un Français de désir. Le Français de désir, c'est celui qui brûle d'entrer en ressemblance avec nous et qui, côtoyant le Français de souche, à son tour, rêve de faire souche. Il est prêt à troquer ses gloires, ses drames, ses larmes qu'il a emportées avec lui contre les nôtres, à la condition que nous soyons capables de lui donner à aimer nos lignées, nos prosopopées, nos héros, nos tendresses. Et aux Français de désir, je propose une devise qui est une confidence attachante d'un Français de désir, célèbre académicien, Romain Gary, et qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang qui coule dans mes veines, mais c'est la France qui coule dans mes veines. »
Hélas, aux Français de souche, je suis obligé de dire ceci. Les politiciens qui vous parlent ne vous parlent pas de la France. Ils parlent d'une autre France qui n'est pas la nôtre. Ils parlent d'une France des feux éteints, gouvernée par des âmes mortes. Une France qui ne donne pas envie. Il faut aller chercher la France dont je parle. La France des grandeurs cachées. Elles affleurent comme le granit breton. Mais on ne les voit pas à l'œil nu, il faut aller les chercher. Et dans cette France des grandeurs cachées, il y a la première en fait, celle des charités fondatrices. La France est ce pays où il arrive que les fleurs se mettent à éclore en plein novembre. Pourquoi ? Parce que ce fleurissement tardif et paradoxal correspond à une expression vieille comme la France, l'été de la Saint-Martin. Pourquoi ? À cause d'un soldat qui s'est arrêté au bord de la route, qui a rencontré un homme nu, affamé, grelottant de froid. Et d'un coup d'épée, il a déchiré son manteau, il lui a donné la moitié du manteau. Là, la France est née. Elle est née à sa vocation. La France est ce pays qui est né de l'esthétique de la miséricorde. Mais la France n'est pas née que de cela. Elle est née aussi d'un autre symbole. Elle est née d'un échange symbolique de deux offrandes. Celle du mouchoir de la dame et celle de la prouesse du chevalier. Lorsque Godefroy de Bouillon, l'avoué de Jérusalem, rencontre à Jérusalem, croise une princesse sarrasine. Il enlève son aume et il s'incline. La princesse a un léger mouvement de recul. Ne craignez pas, madame. Et il lui dit, dans le pays d'où je viens, dans le pays qui est le mien, il n'est nul prince et nul paysan qui ne fasse honneur aux dames. La France est ce pays qui est né des élégances qui mettent la société en coquetterie de politesse et de bons mots. Et puis, aux Français de désir, je dis ceci, allez plus loin. Faites-vous votre propre voyageur, votre propre enquêteur, et vous découvrirez les secrets de la France. Je vous en donne 3. 3 nombres d'or d'un peuple et de son génie. Le nombre d'or des cathédrales, quand ce n'est plus la pierre qui tient la lumière, mais la lumière qui tient la pierre. Le nombre d'or du jardin à la française, connu dans le monde entier, envié dans le monde entier. Quand l'ordre devient symétrie, quand la justice devient perspective. Ça, c'est la France. Et enfin, le nombre d'or le moins connu. Le nombre d'or de ces milliers de petits villages à flanc de coteau qui faisait dire au baron Haussmann, regardez cette merveille, l'harmonie des lignes, la gratuité des finitions et l'échelle humaine. Et en fait, à chaque fois que je traverse la France, je me dis, mais il n'y avait pas d'architecte, on n'avait pas Le Corbusier, on n'avait pas tous ces architectes qui nous ont détruit la politique de la ville. On avait des petits artisans qui avaient le sens du beau. La France est une école de goût. La France
est celle qui a su accueillir Plotin, l'architecte grec, qui disait « L'architecture, c'est ce qui reste la pierre ôtée ». Et puis enfin, évidemment, il faut dire que la France est le seul pays au monde qui est né d'un acte littéraire. C'est-à-dire que le trésor de l'âme française, c'est la langue commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut entrer en France par la langue. Côté cœur. Et à ce moment-là, on devient voisin de bons mots, voisin de sentiments, voisin de romance. Et très vite, on va se mettre à prononcer ensemble les mêmes paroles gourmandes. On goûte ensemble, on vibre ensemble. Et la littérature devient alors le miroir commun du chahut de nos âmes. Et puis, très vite, le français de désir se retrouve cousin germain avec le Cid, avec Gavroche, avec le Petit Prince. Et puis un soir, ayant baigné dans cette France des soleils levants et des soleils couchants, dans cette France des neiges et des tropiques, il se peut que le français de désir, un soir de grâce, se dise « Le miracle a opéré en moi. Je sens que je suis un Français de désir. » Charlotte Elliott, je dédie cet apologue au plus grand Français de désir de notre temps. Il est prisonnier pour avoir trop aimé la France. C'est mon ami, Boualem Sansal. Quelle émouvante surprise. Je ne savais pas que vous alliez rendre hommage à Boualem Sansal ce soir, Philippe de Villiers, qui est détenu dans les geôles algériennes depuis le 16 novembre dernier. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, plus personne ne parle de Boualem Sansal. Et c'est un bien bel hommage que vous lui rendez. Je peux vous dire que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Béziers. Tous ces Français. On était tous les deux. Et à un moment donné, il me dit « Les Français n'aiment plus la France ». Je dis « Pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Parce que s'il l'aimait, il se battrait pour elle. Comme moi, je me bats pour elle. » Et là, il s'est mis à pleurer. Et on a pleuré tous les deux. Merci Philippe de Villiers. Merci et pensons évidemment à Boualem Sansal et à ses proches. Charlotte Dornelas, merci beaucoup. Dans un instant, c'est l'heure des pros. On va revenir. J'ai demandé à Yohann Musaï d'écouter attentivement la conférence de presse d'Emmanuel Macron, qui devait parler très peu et qui finalement a commencé son intervention non pas à 18h40, aux alentours de 19h10, pour la terminer à 19h45. Je suspecte quelque chose. On doit rendre Philippe. Il y a une expression que il essaye de vous brainwasher. Non. C'est ce qu'on appelle la contre-programmation. Alors là, et je peux vous dire que faites attention. Je savais qu'il allait faire ça parce que j'ai eu un coup de fil cet après-midi de l'Élysée. Ah, bah écoutez, moi je ne l'ai pas eu. Vous avez des contacts que je n'ai pas avec l'Élysée. Et ils m'ont dit, on en a marre de vos scores. Et on a dit au président, tu vas parler en pleine émission de Philippe de Villiers. Déjà, moi, la première question que je posais... Vous savez ce qu'ils se sont dit? Oui, mais alors là... Il va se dégonfler. Ils vont laisser la place au président. Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a un président de la République française qui a parlé plus longtemps que les chefs d'État concernés par ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, que le président iranien, ou même que Donald Trump. Il parlait pendant 45 minutes. Il a même parlé aussi de la Palestine, visiblement. Bref, on saura tout dans un instant. Vous n'avez pas remarqué... Philippe, on est très en retard. Attendez, dans le milieu du football, oui. Moi j'ai remarqué une chose que disait José Arribas, l'entraîneur du FC Nantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, souvent dans le vestiaire, ce sont les coupeurs de citron qui parlent le plus longuement. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Merci Charlotte Dornelas. Dans un instant, c'est l'heure des pros. À tout de suite.